Donc, nous avions fini la vidéo précédente avec la question 6 de la correction du cas organiser et conduire un chantier sur, le chantier de restauration d'une lande par, une association d'insertion avec le commanditaire, la CCA de Boulbon pour, la préservation d'une population de perdrix. Donc, nous allons reprendre à partir de la correction de la question 7 que nous n'avions donc pas encore faite. Alors, la question 7, c'est une question sur, les tâches qui marquent la fin du chantier. Alors attention, certains se sont, trompés, dans cette étape-là. Là, je demandais les tâches qui marquent la fin du chantier lui-même, donc on est encore quand même sur le site en train de faire le chantier, les dernières tâches qu'on réalise lors de l'intervention elle-même. Et non pas, les tâches, ce qu'on met en œuvre après le chantier pour le valoriser par exemple. Donc certains m'ont parlé des bilans, scientifiques, bilan humain, bilan économique, de la valorisation éventuellement de l'intervention par, des rapports, des articles et cetera. Ça, c'est, quelque chose qui est encore plus en aval dans la démarche. C'est vraiment après le chantier, là, les bilans et éventuellement les, éléments de, communication autour du chantier et cetera. Là, j'étais bien encore sur les tâches qui marquent la fin du chantier, donc qui sont les dernières qu'on fait sur le chantier. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est donc, une question dont la correction sera importante. Je vous ai mis des petits cœurs et des attentions, puisque quand vous allez être chef d'équipe, ça va, être un petit peu ce qui va clore votre chantier et donc c'est des étapes qu'il va falloir que vous maîtrisiez bien pour pouvoir, bien justement finir votre chantier. Donc ces, tâches qui marquent la fin de chantier sont finalement classées, en 2 grandes étapes finalement. Donc il y a une étape qu'on va appeler les finitions. Je vous mets la deuxième étape tout de suite, mais on en parlera après et dans cette deuxième étape qui marque un petit peu la fin du chantier, il y a ce qu'on appelle aussi la remise en état. Donc l'idée par rapport aux finitions, c'est d'être dans les dernières tâches qui peuvent être à finir pour avoir, un chantier qui finisse, avec, un aspect esthétique, rangé et cetera et pas une impression de chantier bâclé ou, pas fini, dans les règles de l'art. Donc par exemple, ça va être des actions comme la fin de l'exportation des derniers rémanents, voilà, les dernières branches qui ont pu rester, les tas qui sont pas tout à fait bien faits, finir de les organiser, de bien les ranger et cetera. Mais bien évidemment, sur l'exportation, l'idée c'est de faire le gros de l'exportation au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est une tâche qui est très difficile à, anticiper la durée de la tâche. Donc si vous faites faire toute la coupe sans exportation et que vous vous dites: «Je garde 2 heures à la fin de mon chantier pour faire toute l'exportation», et ben, si finalement ça prend plus de temps, on est embêté. Et au contraire, si finalement au bout d'1 heure on a fini, et ben, pour 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On a arrêté la coupe, on a fini d'exporter, on va relan est-ce qu'on relance quelque chose? Donc l'idée, c'est d'être plutôt sur un fonctionnement au fur et à mesure. Vous coupez, vous exportez au fur et à mesure et dans la dernière étape un peu des finitions, c'est, voilà, de finir les dernières exportations des derniers petits trucs, qui ont pu être coupés, finir de ramasser un peu, voilà, les branches qui ont pu tomber au sol à droite à gauche sur les circulations lors du transport des rémanents et cetera, pour avoir un aspect du chantier qui fasse à peu près, propre et bien fini, quoi. Ça peut être aussi éventuellement un dernier petit coup de débroussaillage pour, comme je vous le disais, avoir un aspect final esthétique. Parfois sur du débroussaillage un petit peu compliqué, comme du gros roncier et cetera. On a d'abord un premier débroussaillage un peu, global, rapide pour, bah, déjà faire tomber les ronciers. Pour enlever le plus gros, pouvoir, bah, soit le broyer, soit l'exporter. Mais parfois du coup, d'un point de vue qualitatif, si on ratisse par exemple, des choses comme ça, on constate qu'il y a, plein de petits bouts qui sont, pas tout à fait broyés, qui ressortent et qui peuvent donner un aspect un peu négligé au chantier. Donc l'idée, c'est éventuellement là, de repasser un dernier petit coup de débroussailleuse, finale pendant que peut-être le reste du groupe, commence à ranger ou, finit les autres, tâches pour avoir un aspect du chantier qui est satisfaisant.
Éventuellement, si on est en fin de journée, qu'on va revenir le lendemain ou la semaine suivante, ça peut être aussi, quelques petites tâches d'organisation pour, préparer la reprise, pour gagner du temps, le lendemain matin quand on arrive ou la semaine suivante pour avoir, une mise en route plus rapide, à l'étape suivante. Alors attention, une des difficultés de ces tâches de finition, c'est, de visualiser un peu qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dans ces tâches de finition et surtout, du coup, c'est d'anticiper le temps qu'elles vont prendre. Ça, c'est quelque chose qui est assez délicat de se dire: «Eh bien, à quelle heure, j'arrête mes tâches principales, pour me laisser suffisamment de temps pour faire les finitions» et éventuellement, on va voir aussi les tâches de remise en état pour débaucher à l'heure et pouvoir, tout simplement ensuite, ranger le matériel, rentrer et être à l'heure. Donc là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, il faut réussir à anticiper, suffisamment pour, arrêter les tâches principales, suffisamment tôt pour avoir le temps de faire ses finitions, mais pas trop tôt non plus et de se retrouver à finir, de 1 heure en avance, par exemple. Donc l'idée, c'est de réussir à organiser, d'avoir une vision des choses parce que, vous avez vu l'avancement dans le reste de la journée qui vous permettent de vous dire: «OK, si j'arrête, une demi-heure avant la débauche, ça doit, coller puisqu'il nous restera juste à ranger les derniers rémanents, on a tout fait au fur et à mesure, un petit coup de débrouille à tel endroit, pendant ce temps les autres rangeront le matériel, en une demi-heure ça passe et puis on y va». Donc voilà un des points un petit peu critiques, une des difficultés un peu sur un chantier d'anticipation de cette fin de journée, fin de chantier. Surtout s'il y a des impératifs horaires, assez précis, le soir, enfin au retour, comme, on peut l'avoir dans une entreprise ou nous, au lycée par exemple. Alors les remises en état, ça aussi en fait c'est, tout simplement une obligation. En tant que prestataire, si, lors du chantier, vous avez, par accident, dégradé alors par accident ou, plus ou moins, obligatoirement en faisant le chantier, entraîner des dégâts, des dégradations, sur un certain nombre d'éléments du site, vous avez l'obligation de les corriger. L'idéal, c'est de l'anticiper et de le faire soi-même aussi, d'office, parce que le risque que vous prenez si vous ne le faites pas, c'est que votre commanditaire, à la fin du chantier, refuse de signer la lettre de fin de chantier, ce qu'on appelle la réception de chantier, de ne pas valider la fin de chantier et de demander qu'impérativement, vous fassiez ces corrections et que vous soyez obligé soit de revenir plus tard, soit que le commanditaire les fasse faire par un autre prestataire, ça il en a aussi le droit, et vous les facture à vous, si ça faisait partie de vos obligations. Donc attention, l'idée c'est, au fur et à mesure qu'on constate peut-être un certain nombre de dégâts, dégradations qu'on fait lors de la réalisation du chantier, c'est de prévoir dans son planning des moments pour, organiser une remise en état, une réparation des dégâts qui ont pu être faits. Ça peut être des choses toutes bêtes comme, voilà, une partie du chantier s'est fait dans une période, pluvieuse sur des sols, peu couverts de végétation qui ont marqué et au fur et à mesure de passer avec un tracteur, par exemple, on a fait des ornières. Donc ça, alors on peut tout simplement parler avec, le commanditaire et lui demander si ça pose souci, hein. Peut-être qu'il y a aucun souci qu'il y ait des ornières. Même au contraire, sur certains sites, moi je connais des sites forestiers où on favorise la création d'ornières pour, favoriser la reproduction du sonneur à ventre jaune, une espèce de crapaud assez rare. Mais si jamais on est sur un site où il ne faut pas qu'il y ait d'ornières ou si ça pose des problèmes de sécurité et cetera, vous avez l'obligation de laisser un terrain, en bon état et donc sans ornières. Donc il faut prévoir un moment où vous allez, les reboucher, réaplanir le sol pour éviter d'avoir un sol trop irrégulier. Par exemple, si c'est un site qui est ouvert au public et que le commanditaire ne veut pas prendre la responsabilité du risque qu'un usager qui se balade sur le site, se tordre, le genou, se casse la figure, et se déboîte la hanche pour un petit vieux, en tombant dans l'ornière, quoi. Donc voilà, ça peut être ce type de choses. Ça peut être aussi, des clôtures, où en abattant un arbre, une grosse branche est tombée sur la clôture et l'a, en partie, détendue ou, cassée ou des choses comme ça et vous replacez la clôture, vous la retendez, vous la remettez comme il faut pour qu'il y ait pas de souci. Ça peut être aussi, le du même principe, un muret en pierre ou en passant à côté, le tracteur a tapé dedans, en manœuvrant ou, pareil avec
avec un abattage ou des choses comme ça, on a abîmé le muret, ben, on le remet en état de la même façon. Ça peut être aussi alors si, bah, pareil en passant ou lors d'actions de coupe, je vais y arriver, hop. Vous avez fait des coupes un peu, enfin des branches qui justement qui se sont cassées de façon irrégulière, arrachées par le tracteur qui passe ou, cassées justement par un autre arbre qui tombe et qui casse, la branche d'un arbre voisin. Dans vos obligations, il peut y avoir aussi, bah, de recouper proprement ces branches cassées. Pour éviter à la fois, bah, si elles pendent et qu'elles tiennent plus très bien, qu'elles puissent représenter un risque pour du public potentiel aussi, mais aussi pour éviter tout simplement, une plaie sur l'arbre qui pourrait potentiellement, favoriser la pénétration de maladies, champignons et cetera dans l'arbre et entraîner un risque de mortalité de l'arbre, par exemple, une mauvaise cicatrisation et là aussi éventuellement à terme des risques pour le public si l'arbre devient creux et tombe, sur des personnes. Donc voilà, on recoupe proprement les branches pour à la fois avoir une bonne cicatrisation de l'arbre, donc dans le respect de l'arbre et puis pour l'aspect aussi, esthétique de l'arbre et des risques de maladies et cetera. Il peut y avoir aussi, bon ça tout simplement, la remise en place des obstacles déplacés. Par exemple, vous étiez sur une zone d'intervention où il y avait, une table de pique-nique, un ponton, des choses comme ça. Justement, pour éviter de prendre le risque de les abîmer lors du chantier, pour circuler plus facilement et cetera, vous pouvez peut-être avoir, déplacé la table de pique-nique, l'avoir mise, sur un côté ou sur le parking pendant un petit moment. Et bah, tout simplement, dans vos obligations, il y a, de remettre en place ces choses que vous pourriez avoir déplacées pour, faciliter le chantier. Donc voilà un petit peu tout ce qui marque, les fins de chantier, donc à anticiper, dans l'organisation globale d'une journée de chantier ou d'une semaine de chantier. C'est de se dire, voilà, en fin de journée ou en fin de chantier, quelles sont les finitions à faire pour que le chantier, ait bien un aspect, fini, esthétique, que le commanditaire va valider et est-ce que je peux avoir des choses à remettre en état suite à des dégâts, des dégradations qui auraient pu être faites? Et évidemment, «la fin de la fin» entre guillemets, ça vous me l'avez mis en règle générale, c'est aussi comptage, nettoyage, rangement du matériel dans le véhicule. Alors donc ça, à bien réviser. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu de fluo. N'hésitez pas vous aussi à mettre des couleurs dans votre cours pour faciliter les révisions, pour que les mots-clés en fait, vous sautent à l'œil quand vous faites des relectures rapides pour réviser votre cours. Donc ça après c'est plus des exemples, les remises en état, donc pour corriger les dégradations et cetera. Alors l'entretien du site après le chantier, on va passer assez rapidement. Donc ça va un petit peu avec ce qu'on avait vu sur les problèmes de ce type de milieu. Comme tous les milieux ouverts, hein, naturellement, on en a parlé, ils ont forcément toujours tendance à, retourner vers, une fermeture progressive par la colonisation par des arbustes, arbres et cetera. Donc, un chantier comme celui-ci, un entre guillemets «gros chantier ponctuel» qui permet de faire une grosse réouverture du site, par restauration, nécessite de toute façon, après le chantier, d'avoir des actions d'entretien du site si on veut garder les zones ouvertes qui ont été, créées grâce au chantier. Donc en général, donc le chantier, c'est vrai que c'est, une grosse étape pour faire le plus gros des travaux. Souvent, les actions d'entretien sont du coup beaucoup plus légères et donc l'idée en général pour des commanditaires là comme la CCA, c'est d'ensuite pouvoir faire l'entretien eux-mêmes. Une fois que le plus gros du travail est fait, bah, un entretien léger tous les ans, doit pouvoir se faire assez facilement. Donc là, l'idée, une fois que le site a été réouvert, c'est d'entretenir les zones ouvertes par un girobroyage annuel, donc tous les ans, en hiver, pour éviter, le maximum le dérangement des espèces. Donc par la société elle-même de chasse et pour conserver, pour faire ces couloirs dans la garrigue, donc ces zones plus ouvertes dans, la garrigue qui est quand même quelque chose qui peut être assez dense et assez, et plutôt arbustif. Donc là, cette question était sur un point et donc il y avait 4 fois 0,25 en disant, un girobroyage, donc c'est le type d'entretien, annuel pour dire avec quelle périodicité on le fait, en hiver pour dire à quelle période et qui le fait, la société de chasse. OK? Alors, question 9. Donc là, les éléments à prendre en compte pour la préparation des moyens humains.
Donc là, je vous ai mis un petit cœur. Ça fait un petit peu écho aussi à ce qu'on a vu dans la phase bureau de préparation de l'intervention. C'est la réflexion, voilà, un petit peu sur l'organisation de nos moyens humains. Donc déjà, on avait dit dans le dans la tâche un petit peu sur les moyens humains que le premier élément à définir, une fois qu'on a défini, bah, tout simplement nos tâches et la technique qu'on choisit pour la tâche, bah, par exemple sur ce site, on a dit que, le chef d'équipe, au vu de la végétation, décide assez rapidement d'utiliser plutôt des machines, thermiques et donc l'idée à la suite de ça, c'est de définir le nombre d'exécutants qui va être nécessaire. Donc première étape des moyens humains, c'est par rapport à mes tâches, combien de personnes j'ai besoin? Donc on a vu aussi par exemple, voilà, si j'en mets un à la coupe, à la tronçonneuse, combien il a besoin de personnes avec lui pour l'aider? Un ou 2, voire 3 exécutants pour tirer les branches, les exporter. Donc voilà, si je fais, 4 binômes enfin 4 ateliers de ce type-là, 4 tronçonneurs qui a chacun 2 personnes pour l'aider, 4 fois 3, on est déjà à 12 personnes. Voilà, donc je définis que j'ai besoin de 12 personnes, plus après j'ai peut-être 2 personnes au broyeur qui broient les branches et qui font un tas de broyat pour les serpents, donc 14 et cetera et comme ça je définis mon nombre total d'exécutants dont j'ai besoin pour mon chantier. En n'oubliant pas parfois que certaines tâches se succèdent, donc que les exécutants qui sont sur une première tâche le matin, pour la tâche, pourront ensuite passer sur une autre tâche, être dispatchés sur d'autres tâches et cetera et donc le nombre d'exécutants que vous avez défini pour chaque tâche, ne s'additionne pas forcément pour faire le nombre total d'exécutants dont vous avez besoin. Parce que peut-être vous avez défini, voilà, une tâche 5 personnes, une tâche 3 personnes, une tâche 2 personnes et une tâche 4 personnes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça vous ferait, 14 personnes, je crois que j'ai dit. Mais en fait, peut-être que la tâche de 4 personnes, elle se fait, à la fin, une fois que la tâche de 3 personnes est finie. Donc ces 3 là vont sur la tâche de 4 et on prend une personne du groupe de 5 pour faire aussi ce groupe de 4 qui a lieu après. Et donc au final, j'ai besoin peut-être que de 10 personnes et que, cette tâche de 4 personnes à la fin, sera exécutée par 4 qui étaient dans d'autres groupes auparavant parmi les 10. Donc ça, c'est ça la vision globale que vous devez avoir de votre chantier pour, à la fois définir sur chaque tâche combien de personnes il y a besoin, mais aussi en fonction de comment les tâches, se font en parallèle ou se succèdent, comment les exécutants vont éventuellement sur la journée passer d'une tâche à l'autre et donc on n'a pas besoin forcément d'exécutants supplémentaires, mais plutôt changer de tâche, de faire changer de tâche aux exécutants. Donc ça, première étape, définir le nombre. Ensuite, éventuellement, si vous êtes sur une boîte où vous emmenez, 5 exécutants pour ce chantier, mais qu'il y a 15 personnes dans la boîte, ça peut être de choisir les exécutants pour ce chantier. Donc lesquels, parmi, les compétences que j'ai dans l'entreprise, les différents agents que j'ai, je vais choisir pour aller sur ce chantier-là. Alors, le choix des personnes peut se faire en fonction de leur qualité, de leurs compétences par rapport aux tâches qui sont à faire. Voilà, prendre les personnes qui sont les mieux formées à la tronçonneuse, par exemple, sur un chantier où on a majoritairement de l'abattage à faire. Éventuellement aussi leur disponibilité, peut-être qu'ils sont déjà pris sur un autre chantier, peut-être qu'ils ont posé leur, congé, peut-être que plein de choses, qu'ils sont blessés à ce moment-là, qu'ils sont en arrêt et cetera. Leur état physique, est-ce qu'à un moment donné, bon, peut-être c'est des gens, parfaitement formés à la tronçonneuse, mais qui sont, dans un état physique en ce moment avec des problèmes de dos ou un genou un petit peu fragile qui fait que, bah, sur un chantier comme celui-ci, par exemple, avec des fortes pentes et un sol, et beaucoup de marches pour accéder au site, bah, peut-être que, leur état physique n'est pas, très adapté à venir sur ce chantier-là. Leur qualification, donc ça je l'ai dit un peu, voilà. Est-ce que, leur niveau de qualification en tel ou tel, équipement, machine par exemple, se prête à ce qu'ils viennent à ce chantier-là? Et éventuellement, autre élément qui peut être pris en compte, c'est, le caractère des personnes et leurs éventuelles affinités avec, les autres agents. Voilà, là, il peut y avoir des choix aussi un peu stratégiques à faire en tant que chef d'équipe, sur, est-ce que j'emmène, les exécutants qui sont particulièrement proches ou pas forcément justement, tout en évitant peut-être d'emmener des exécutants qui ne se supportent pas, enfin voilà, là il faut, peut-être réfléchir un petit peu stratégiquement sur, l'avancement optimal du chantier par rapport à vos agents et leur capacité à travailler ensemble, tout simplement. Donc ensuite, une fois que vous avez cette vision du nombre d'exécutants dont vous avez besoin,
que vous avez choisi à peu près les exécutants qui sont les plus compétents, qualifiés, disponibles et cetera pour venir sur ce chantier-là, vous allez faire les équipes. Donc vous avez défini, bah, voilà, on a dit tout à l'heure, par exemple, un groupe de 5, un groupe de 3, un groupe de 2. Bah, voilà, avec mes exécutants que j'ai, disponibles et compétents là, lesquels je mets ensemble dans le groupe de 5, lesquels dans le groupe de 3, lesquels dans le groupe de 2, par exemple. Par rapport éventuellement, bah, voilà, à des affinités, des choses comme ça. Et enfin, donc à l'intérieur de chacune de mes équipes, je vais attribuer les postes à chacun en fonction de leurs compétences. Donc dans mon groupe de 3, je vais dire: «C'est un tel qui fait de la tronçonneuse et les 2 autres, vous êtes sur l'exportation des rémanents, vous l'aidez à tirer les branches et vous les amenez à tel endroit. Le groupe de 5, et ben, voilà, c'est 5 débroussailleurs et puis le groupe de 2, c'est ceux qui sont broyeurs. Un qui met plutôt les branches dans le broyeur pendant que l'autre lui rapproche, lui fait passer et puis, déplace le broyat quand il y a besoin et cetera. Donc ensuite, dans les équipes éventuellement, bien donner à chacun son rôle, alors qui peut être son poste de départ, mais qui peut évoluer au fur et à mesure de la journée, comme on en a déjà parlé. Si, une tâche s'arrête, ils sont, placés sur une autre type de tâche. Si on a une rotation des équipes, peut-être que nos 5 débroussailleurs, bah, débroussaillent pas toute la journée et peut-être que les 3 et 2 qui sont dans les 2 autres équipes deviennent les 5 débroussailleurs et que les 5 qui étaient débroussailleurs sont redivisés en 3 et 2 pour remplacer ceux qui étaient, dans ces tâches-là le matin, par exemple. Donc voilà, sur la rotation des tâches, donc voilà, comment ça peut s'organiser à l'échelle d'un chantier entre le matin et l'après-midi, par exemple, pour éviter que les personnes fassent la même tâche toute la journée. Alors, l'attribution des postes, aux agents peut se faire, bah, pour avoir le meilleur rendement possible, hein, pour être, le plus efficace. Ça évidemment, c'est le choix qui paraît le plus évident de se dire: «Bah, voilà, je mets mon archi compétent à la tronçonneuse et je mets mes champions de la débroue au débroussaillage et puis ceux qui savent pas trop faire de la tronçon et de la débroue, bah, ils vont tirer les branches». Sauf que si vous faites ça tout le temps, et ben, le problème, c'est ceux qui ne savent pas faire de tronçonneuse et de débroussailleuse ne se forment jamais. Donc l'idée, c'est quand même aussi parfois de, de placer les novices, sur ces tâches-là pour qu'ils se forment et qu'ils prennent de l'expérience. Pour, éventuellement, bah, justement, vos champions, le jour où ils sont blessés, il faut avoir sous la main, des agents capables de les remplacer et l'idée, c'est de former au maximum tous les gens de votre équipe à toutes les tâches le mieux possible, de manière à ce que les agents soient plus ou moins interchangeables, soient tous formés, soient tous, efficaces et compétents et pouvoir justement alterner là-dessus. Parce que, vous avez peut-être dans l'équipe, des plus vieux qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien, au contraire des novices que vous avez embauchés que depuis quelques mois et qui ont encore à se perfectionner sur les techniques. Et bah, l'idée, c'est que même si peut-être ça ralentit un peu le chantier, il faut les mettre de temps en temps sur ces tâches-là pour qu'ils continuent de se former, justement peut-être sous la houlette des plus vieux, plus performants qui vont pouvoir les encadrer, les aider à prendre de l'expérience en sécurité. Donc voilà pour, la réflexion des moyens humains à mettre en œuvre sur son chantier. Ensuite, la préparation des moyens matériels. Donc là aussi, on l'a déjà un petit peu évoqué, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on commence d'après notre liste des tâches et le matériel qu'on a défini pour chaque tâche, on commence par faire la liste du matériel nécessaire pour le chantier. Alors, comme on a dit tout à l'heure pour les moyens humains, la liste totale du matériel pour tout le chantier, ce n'est pas forcément la liste, enfin ce n'est pas forcément plutôt la somme du matériel qui est nécessaire pour chaque tâche. Si vous avez besoin de 2 fourches au début pour une tâche et de 3 fourches, à la fin pour une autre tâche, vous n'allez pas forcément emmener 5 fourches. Vous allez amener 3 fourches, 2 serviront le matin et ces 2 qui serviront le matin quand elles servent plus, bah, le soir, il y en a une troisième et vous avez vos 3 fourches aussi. Donc voilà, il faut, à la fois travailler au niveau de la tâche et réfléchir à vos agents et à votre matériel par tâche, mais ensuite, lors de la synthèse finale de votre chantier, il faut réfléchir quel matériel peut, servir pour 2 tâches parce qu'elles n'ont pas lieu en même temps et qu'on n'est pas obligé d'emmener plus de matériel non plus, pour à chaque fois pour chaque tâche, quoi. Parce que sinon on peut se retrouver à emmener, une quantité de matériel énorme, ce qui prend du temps au chargement, au déchargement, ce qui nécessite d'avoir des véhicules plus gros et ce qui est, quand même assez contraignant. Donc on essaye au maximum de faire une liste du juste nécessaire par rapport aux besoins et en imaginant bien que certains matériels peut servir à une tâche et plus tard à une autre.
Donc, bien évidemment, par contre, on prévoit quand même du matériel de remplacement en cas de casse, de panne et cetera, d'un des matériels et du matériel de rab. Parce qu'on peut aussi finalement avoir défini d'avoir nos 5 débroussailleurs, nos 3 tronçonneurs et cetera, mais se rendre compte que, finalement, le débroussaillage n'avance pas assez vite, que c'est la tâche prioritaire, qu'il faut la finir dans la journée, qu'on mettrait bien 1 ou 2 débroussailleuses de plus. Si vous n'avez emmené que 5 débroussailleuses, bah, vous êtes embêtés. Si j'ai, 5 débroussailleurs, bah, peut-être que j'en emmène 1 ou 2 de rab au cas où il y en ait une qui tombe en panne, enfin 1 ou 2 de remplacement au cas où j'en ai 1 ou 2 qui tombent en panne et peut-être que j'en emmène encore une en plus de rab au cas où j'aurais envie finalement de mettre un débroussailleur de plus. Donc pour 5 débrous dont en théorie je pense avoir besoin, bah, j'en emmène peut-être en fait 8 au cas où. OK? Alors il faut avoir une certaine, voilà, une certaine souplesse sur du matériel de rab et de remplacement. L'idée, c'est là aussi de ne pas en emmener 10 fois trop non plus. On va pas emmener 12 débroussailleuses au cas où, quoi. Donc trouver un juste milieu entre j'emmène un peu de rab et je ne surcharge pas trop le camion non plus, quoi. Donc voilà, en cas de casse, vol, plus de besoins que prévu et cetera. Pour écrire ça serait peut-être plus clair. Ensuite, sur ce matériel, finalement, on est un peu comme pour sur les moyens humains. Une fois qu'on a le nombre total dont on a besoin, qu'on a prévu un petit peu durable, on va vérifier que le matériel dont on a besoin, qu'on a prévu d'emmener, il est disponible, qu'il n'est pas déjà pris par une autre équipe, qu'il est toujours là et cetera et qu'il est fonctionnel, qu'il est en état de marche. Si c'est pour arriver sur le site et que la moitié des broussailleuses ne fonctionnent pas, ne s'allument pas, ou les filtres, bouchés ou je ne sais rien, c'est quand même dommage. Donc ça, c'est aussi dans le fonctionnement quotidien enfin quotidien, régulier d'une structure de se dire, «Je consacre du temps régulièrement sur l'entretien des machines pour qu'elles soient aussi en bon état, fonctionnelles tout le temps». Peut-être que c'est tous les soirs, on rentre un peu plus tôt pour faire ça ou 1 fois ou 2 par semaine, on prévoit du temps ou peut-être qu'on a des agents qui, eux, ne vont pas sur le terrain, qui sont plutôt au local, en entretien des machines et on a un pool de machines suffisamment grand pour pouvoir en permanence avoir des machines qui sont au local en entretien, en maintenance générale et au contraire les machines qui sont en chantier et puis quand on rentre, j'ai les machines qui étaient en chantier passent au local d'entretien, maintenance et les machines qui étaient en entretien la veille, donc qui sont, prêtes à bien affûter, les pleins faits, les filtres nettoyés et cetera, sont prêtes à partir en chantier le lendemain, par exemple. Donc ça, voilà, on va vérifier que, on a bien tout le matériel en bon état, bien fonctionnel pour, partir en chantier. Donc ça, vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu pour la sécurité. On vérifie que le matériel est toujours conforme aux réglementations, au cas où elles auraient évolué et on vérifie que tous les organes de sécurité sont, en état de fonctionnement. Enfin, éventuellement, si vous avez besoin, comme sur certains chantiers de plantation par exemple, où en plus de matériel, on peut avoir besoin de fournitures et de matériaux, comme la paille et les protections, les bambous, les plants eux-mêmes, bah, tout simplement, on va s'occuper de commander ces fournitures et ces matériaux pour les avoir et en temps et en heure pour commencer notre chantier. Et dernier point, en complément, dans notre matériel, on n'oublie pas évidemment. Ça je crois que j'avais mis, ouais, ça on l'a déjà dit. On va mettre, notre trousse de secours pour, bah, être sûr de ne pas l'oublier, l'avoir forcément avec nous lors du chantier. Alors ça peut aussi, s'organiser en imaginant par exemple que les trousses de secours restent en permanence dans les véhicules de chantier. Comme ça, quand le véhicule de chantier part en chantier, il y a forcément déjà la trousse de secours dedans. Ça peut être aussi une stratégie. Alors, question 11, le premier jour du chantier lors de l'accueil de l'équipe sur le site. Alors, oui, mon petit cœur s'est un peu décalé, mais on peut en remettre un, par exemple là, si ça veut bien, ça n'a pas l'air pour l'instant. Donc l'idée, c'est que cette étape-là est aussi une étape importante que vous devez maîtriser en tant que chef d'équipe, c'est-à-dire lorsque, vous accueillez votre équipe d'agents sur le site, que c'est la première fois qu'eux viennent et donc ne connaissent pas le site, vous devez, consacrer un certain temps à l'accueil de l'équipe sur le site pour, commencer, lancer le chantier, dans des bonnes conditions.
Donc l'idée en accueillant l'équipe sur le site, c'est tout d'abord de leur présenter le site assez rapidement, hein, présenter des éléments un petit peu généraux sur, le lieu où on est, éventuellement, voilà, les grands types de milieux, ça peut être les espèces aussi, et cetera, les enjeux. Peut-être aussi parler du commanditaire, par exemple, dire qu'on est là à la demande du conservatoire d'espaces naturels, d'une ACCA, et cetera, pour qu'ils aient quelques petits éléments un peu pour comprendre ce qu'ils font. Ensuite, un petit peu dans le même, la même catégorie, on va leur présenter les objectifs du chantier. Donc qu'ils comprennent le but dans lequel, on fait les actions pour, bah, du coup, les appliquer dans le bon sens, en voyant vers où ils vont, quoi. Alors, à la fois des objectifs généraux, un petit peu peut-être du site, en disant: «Bah, voilà, sur ce site, il y a telles espèces, rares protégées, donc l'enjeu c'est ça» et les objectifs généraux du conservatoire sur son site vont être de préserver telle ou telle espèce et cetera. Et ensuite, les objectifs un peu plus concrets de votre intervention à vous et de dire: «Du coup, dans ce cadre-là, ils ont fait appel à nous et nous, notre objectif, bah, ça va être de réouvrir les zones de garrigue pour que justement la perdrix ait un milieu qui lui soit plus favorable et cetera. Donc nous allons, abattre les pins qui colonisent, broyer, les ronciers qui s'installent et cetera». Donc on présente un peu le site et on présente les objectifs. Ensuite, on va leur présenter l'organisation spatiale. Donc c'est-à-dire, vous vous rappelez, l'organisation dans l'espace, donc c'est comment se positionnent un petit peu sur le site toutes les zones importantes. Donc on va leur présenter, les différentes zones d'intervention. Peut-être que, on intervient un petit peu partout dans le site, peut-être qu'au contraire on n'intervient pas partout. Où vont être les éventuelles zones de stockage, du matériel, des rémanents, des choses comme ça. On leur présente éventuellement aussi les circuits de déplacement, les, zones par où on va circuler. Éventuellement, il peut y avoir, un, les zones aussi de, les zones en défense, je vais trouver le mot, où au contraire on n'a pas à aller, il ne faut pas aller pour éviter de déranger des espèces ou de piétiner, une plante rare. Au passage, en même temps qu'on leur présente un petit peu cette organisation spatiale, on va pouvoir répartir les équipes par zone. On va leur dire: «Voilà, là, il y a, 3 zones d'intervention, numéro 1, numéro 2, numéro 3. L'équipe 1 qui sera, constituée de un tel, un tel, bah, vous serez dans la zone d'intervention numéro 1. L'équipe 2 composée de un tel, vous serez dans la zone d'intervention numéro 2 et cetera et cetera». Donc c'est l'occasion, en même temps de cet accueil sur le site et de présenter un peu l'organisation spatiale, d'attribuer à chacun son poste dans son équipe et dans sa zone de travail. Comme ça, chacun peut repérer: «OK, je suis avec un tel et on travaille dans cette zone». Alors, pour pouvoir leur présenter tout ça, bah, vous vous rappelez que pour préparer un peu votre chantier, vous avez fait un plan qu'on a appelé le plan d'installation du chantier. L'idée, c'est, de leur présenter ce plan d'installation. Alors soit éventuellement, possibilité de leur présenter comme ça de façon un peu juste orale et visuelle en faisant, un tour du site avec eux. Donc, vous arrivez sur le site, vous faites un tour du site en leur montrant à tous les différentes zones, les déplacements et cetera et en leur disant: bah, voilà cette zone-là, c'est la zone numéro 1, il y aura un tel, un tel, un tel dans cette zone» et cetera. Vous pouvez aussi faire ça, en ayant un plan imprimé justement d'installation du chantier qui est affiché dans le camion ou ce plan d'installation, vous pouvez leur avoir montré la veille en salle pour présenter un peu, le chantier du lendemain et gagner du temps sur l'arrivée du site le lendemain matin. Enfin voilà, là aussi, en tant que chef d'équipe, il peut y avoir une réflexion sur la stratégie de la façon dont vous leur présentez cette organisation spatiale. Est-ce que c'est le jour même tous ensemble en circulant sur le site, en arrivant? Est-ce que, bah, il pleut, il fait froid, perdre du temps à faire ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc je préfère le faire, le matin avant de partir au local avec un plan, imprimé en grand format ou, projeté avec un diaporama. Ou peut-être, la veille, on a fini le chantier plus tôt, on est rentré au local et ben, on en profite pour présenter le chantier du lendemain justement. Enfin voilà. Il peut y avoir tout un tas de stratégies sur cette façon-là sur cette étape-là de présenter l'installation, du l'organisation spatiale du chantier à l'équipe. Alors, en complément
à ce moment-là, dans l'accueil de votre équipe sur le site, il peut y avoir, enfin, il est même, très fortement conseillé de faire un petit rappel général à tout le monde. C'est de rappeler toutes les règles de sécurité de base, même si normalement, vos agents sont formés, ils connaissent les chantiers, ils ont l'habitude. Par sécurité, on prend le temps de rappeler les règles de sécurité collective, justement les distances de sécurité, les EPI à avoir, vérifier qu'ils ont chacun, leur EPI, ce qui a été demandé en termes de matériel, des gants pour la végétation épineuse et cetera. On prend, ce temps-là, avant de lancer le chantier, de vérifier que tout ça est bien, acquis par tout le monde. Question 13, les 3 mots-clés qui résument, la mission du chef d'équipe. Dans le document, pardon, on vous parle donc de suivre. Alors suivre, c'est-à-dire, si on complète, c'est suivre l'organisation prévue, c'est-à-dire une des missions du chef d'équipe, c'est de suivre, de mettre en place l'organisation prévue, donc c'est de suivre, de mettre en place l'organisation qui est prévue. De contrôler la mise en œuvre, on pourrait mettre la réalisation des tâches. Donc, suite à la mise en œuvre la mise en œuvre de l'organisation qui est prévue au départ. L'idée, c'est qu'en plus, ensuite, au fur et à mesure que, on a lancé le chantier et qu'on a mis en place l'organisation qui était prévue, l'organisation prévue, ça veut dire prévisionnelle, hein, c'est ce qu'on avait prévu au bureau sans savoir trop si ce serait parfaitement ce qui fonctionnerait. Donc l'idée ensuite, c'est de contrôler cette mise en œuvre, cette réalisation des tâches et du coup, si besoin, quand on fait ce contrôle et qu'on constate que peut-être des choses ne conviennent pas, l'idée, c'est ensuite d'être en capacité de modifier l'organisation. Non, ça, on va pas forcément le mettre en plus haut. Donc modifier l'organisation pour, l'optimiser. OK? Donc au départ, en tant que chef d'équipe, on suit l'organisation qui est prévue. On y a travaillé en amont, au bureau, on a préparé une organisation, donc au départ, on la suit. Ensuite, on contrôle, que tout se passe bien, que les tâches se déroulent comme il faut et si besoin, au final, la troisième grande mission du chef d'équipe, c'est de suite au contrôle, si tout ne fonctionne pas comme il faudrait d'un point de vue, rendement, efficacité, sécurité, l'idée c'est de modifier cette organisation pour l'optimiser, pour, avoir un meilleur rendement, pour être plus efficace, pour, respecter, la sécurité et cetera. Enfin, donc questions 14 et 15. Alors les 5 contraintes fortes d'un chantier. Alors là, attention, en corrigeant vos copies, j'ai, constaté souvent, mais ça c'est, quasiment tous les ans, une, confusion entre les termes de contraintes et d'aléas. Donc confusion, comment je fais un différent déjà? Je vais l'écrire, c'est plus simple. Il faudrait mon petite attention là. Hop. Donc confusion, différent de aléa. Donc confusion, n'importe quoi, contrainte. Donc une contrainte, c'est différent d'un aléa. Un aléa, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir. Ben voilà, c'est aléatoire, c'est ce qu'on donc c'est ça, c'est aléatoire, d'un coup, on n'avait pas prévu, on a une voiture qui nous rentre dedans. C'est un aléa, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Alors, qui va vous demander, là aussi, on va le voir comme pour les contraintes, d'être capable de vous adapter, de réagir aussitôt à cet aléa et de voir, les effets qu'il peut avoir et comment vous allez les contrer. Une contrainte, c'est, quelque chose qui est déjà présent, avant le chantier, que vous pouvez constater avant et à laquelle, du coup, vous allez pouvoir anticiper la présence de cette contrainte pour essayer de trouver des solutions pour minimiser, au maximum l'effet de cette contrainte. Donc, par exemple, on est en chantier, d'un coup, il se met à y avoir, une grosse averse, c'est un aléa. Par contre, le chantier est sur des terrains en pente très forte, c'est pas un aléa, c'est une contrainte. Le jour de la visite d'inspection de terrain, même dans le cahier des charges, enfin dans le dossier de consultation d'entreprise, vous pouviez déjà voir qu'il y avait des fortes pentes
sur ce chantier. Donc c'est une contrainte à laquelle vous allez essayer de trouver des solutions pour qu'elle ait le moins d'impact possible sur votre chantier. Donc en essayant de, réduire, les déplacements des agents dans ces pentes pour éviter la fatigue, les dangers et cetera. Donc attention à la nuance entre ces 2 termes-là. Un aléa, c'est quelque chose qui, voilà, c'est qui vous tombe dessus comme ça d'un coup, vous ne pouviez pas prévoir du tout. Alors qu'une contrainte, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est présent, qui est une contrainte dans le sens où ça vous pénalise un petit peu dans l'organisation, l'avancement de votre chantier, ça met une difficulté, mais c'est quelque chose que vous pouviez constater à l'avance et à laquelle du coup vous pouviez essayer de trouver des solutions. OK? Donc, dans les contraintes qu'on a sur ce site, on a donc justement, comme on en a parlé, les fortes pentes et le relief. Donc qui sont des contraintes dans le sens où ça va entraîner, bah, de la fatigue de déplacement des exécutants. Donc voilà, vos exécutants, pourront peut-être travailler moins dans la journée, des choses comme ça. C'est ça le problème. Tac. Ça pose aussi donc un problème de sécurité dans ces fortes pentes avec ce relief. On peut plus facilement avoir des accidents, des blessures, des choses comme ça. 2e grosse contrainte donc de ce site, c'est l'accessibilité difficile. Vous vous rappelez, ils nous le disent dès le début que ce site nécessite un temps de marche important, qu'il est pas facilement accessible et donc ça aussi, c'est une contrainte qui va vous poser des difficultés puisque là encore, ça peut entraîner, une fatigue de vos exécutants, et ça va entraîner, bah, sur votre chantier aussi, une assez importante, perte de temps de déplacement justement pour emmener le matériel, par exemple, jusqu'aux zones d'intervention et ça, bah, n'oubliez pas que pour un prestataire dans ce type-là, des agents qui passent 1 heure à, décharger le camion et à transporter le matériel au milieu du site, parce que c'est loin, que c'est en pente et cetera et ben, ça coûte de l'argent alors que concrètement, on n'est toujours pas en train de bosser réellement, donc de faire les tâches qui sont demandées par le commanditaire. Donc ça pose un souci aussi d'un point de vue financier sur le coût de ces temps-là, qui sont juste des temps de déplacement et qui ne sont pas des temps efficaces de travail. Autre contrainte qu'on peut avoir sur un site, c'est des sols peu portants. Alors peu portants, avec différentes, cas possibles. Des sols sableux, se déplacer dans du sable type, plage et cetera toute la journée, c'est quand même fatigant. De la vase ou des sols très inondés par exemple. Tout ça, c'est des conditions de déplacement qui vont être assez fatigantes et qui là aussi vont entraîner des pertes de temps. Donc des chantiers pour lesquels on va essayer de voir dans quelle mesure on peut organiser les tâches, pour minimiser au maximum les déplacements pour éviter, trop de perte de temps et de fatigue des agents. Enfin, on est un peu sur la même catégorie, des sols irréguliers, des sols avec des trous, plus ou moins cachés dans de la végétation, type, galerie de lapins et cetera, ou d'autres micro-mammifères d'ailleurs. Donc ça aussi, ça peut être une contrainte puisque, là, on est sur des risques de chute, blessures, de vos agents, chevilles, genoux et cetera, qui peuvent, bah, pénaliser le chantier sur le moment puisqu'éventuellement, appel au secours et cetera et qui vont vous mettre éventuellement un exécutant, sur le carreau pour quelque temps s'il a des soins à faire, quoi. Donc petite conclusion que je vous ai mis, donc ces contraintes-là raté, touc. Les contraintes, elles vont pénaliser l'avancement du chantier et doivent être limitées si possible. Donc l'idée là aussi dans votre boulot de chef d'équipe, c'est d'essayer de visualiser ces contraintes pour essayer de voir comment vous pouvez au maximum limiter leur impact et essayer qu'elles ne posent pas trop de soucis dans l'organisation de votre chantier. Quant aux aléas, les aléas, bah, ça, on ne peut jamais prévoir qu'il va y avoir un aléa, même si certains aléas, voilà, en regardant la météo le matin, on peut se dire: «Tiens, il y a de grandes chances qu'il y ait un orage, qu'il pleuve beaucoup à telle heure» et donc essayer de voir comment on peut un peu réorganiser notre chantier en fonction de ça. Par exemple, ça nous est arrivé en chantier de plantation de haies, de constater, le matin, on avait une météo un peu grise, quelques averses, mais globalement, assez, correcte. Et vers midi et quart, au moment de s'arrêter pour manger, de regarder la météo et de voir qu'il prévoit que jusqu'à 15 heures, ce soit à peu près comme ça, mais qu'à partir de 14h30-15 heures, ce soit des grosses averses avec, des quantités d'eau importantes, du vent et cetera et finalement, ben, le choix a été fait avec l'équipe, hein,
de se dire: «Bah, là, on fait une micro pause, un petit encart rapide, pour quand même se caler parce que tout le monde avait faim, et on se remet au boulot, bah, peut-être jusqu'à 14h30-15h et quand la pluie arrive, on va, vraiment manger». Plutôt que se dire: «Bah, à 12:00-12:30, on fait notre pause repas qui dure peut-être jusqu'à 14h, 14h30 et puis quand on se remet au boulot, on se prend toutes les trompes d'eau sur la tronche et on finit les 2 dernières heures de boulot sous la pluie, quoi». Donc voilà, ça peut être, ce type de réorganisation que vous pouvez avoir à faire aussi. Alors c'est un peu suggéré dans la question 15 aussi, mais voilà, pour s'adapter à des aléas, comme, des aléas météorologiques, ça peut être aussi, voilà, ça peut être ce type de choix, d'idées, de réorganisation de votre chantier qu'on peut attendre de vous en tant que chef d'équipe, quand vous constatez que les conditions de réalisation du chantier, par exemple, sont pas optimales et qu'en réadaptant de cette façon-là le chantier, ben, on peut, minimiser un peu la fatigue, le fait de travailler dans des mauvaises conditions, type sous la pluie, le vent et cetera. Question 15, les moyens pour limiter la fatigue des exécutants. Donc ça, c'est des choses très classiques aussi, hein. Je vous ai mis un petit cœur puisque là, c'est un peu les grands principes d'un chef d'équipe. Quand on est sur des activités, des sites ou une répétition des tâches qui va fatiguer vos exécutants, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un petit peu ces moyens-là pour, éviter une fatigue excessive, en sachant que la fatigue excessive, c'est justement un des éléments qui va favoriser, des accidents, des blessures parce que, suite à la fatigue, peut-être une moindre vigilance des exécutants dans la réalisation de leurs tâches et en étant moins vigilants et ben, c'est là qu'on peut avoir un accident avec, les machines thermiques, par exemple, ou dans les déplacements, on est moins vigilant, on fait moins attention à l'irrégularité du terrain et c'est là qu'on se casse la figure et qu'on se fait une entorse au genou, par exemple. Alors, pour limiter la fatigue des exécutants, déjà, il y a un principe de base, hein, pour faire des gestes sans trop se fatiguer, c'est de les faire avec les bons gestes et postures. Vous vous rappelez, hein, on a parlé du dos, des articulations, etc. Les exécutants se fatigueront moins d'un point de vue physique pur et fatigueront moins leur dos, leurs articulations s'ils le font avec des bons gestes et postures. Alors après, si leur condition musculaire est pas au top au début des chantiers, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir des courbatures les premiers temps s'ils doivent systématiquement, plier les jambes pour ramasser des objets au lieu de se pencher, parce que, bah, ça fait travailler quand même les cuisses et les fessiers. Mais, ça fait aussi partie, de ces métiers-là, d'avoir une condition physique, suffisante, musculaire par exemple, pour être capable, voilà, de faire ces tâches-là sur des périodes assez longues, en ayant des bons gestes et postures, même si musculairement, c'est fatigant, mais vaut mieux fatiguer un muscle que, qu'abîmer une articulation ou, la colonne vertébrale comme on a vu. 2e possibilité pour limiter la fatigue des exécutants, bien évidemment, c'est de faire régulièrement la rotation des tâches, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là aussi, en tant que chef d'équipe, vous avez des stratégies à réfléchir. Il va être important de faire une rotation des tâches assez régulière pour éviter à la fois, bah, de la grosse fatigue des exécutants qui sont sur des tâches très physiques, mais au contraire peut-être aussi éviter, de laisser sur des tâches ennuyeuses, lassantes, pas très satisfaisantes, pas forcément fatigantes physiquement, mais peu gratifiantes quoi, des tâches un peu désagréables, de laisser la même personne faire ça toute la journée. Même si c'est pas physiquement fatigant, ça peut être, ennuyeux ou désagréable comme tâche. Ramasser des branches toute la journée, les transporter sur le même chemin toute la journée, ça peut ne pas être très fatigant si le chemin est plat et que les branches sont pas très lourdes. Enfin, au bout d'un moment, on a un peu compris quoi, on voudrait bien passer à autre chose. Donc rotation des tâches à la fois pour des tâches soit fatigantes, soit vraiment trop ennuyeuses. Mais là aussi, ça ne veut pas dire que toutes les demi-heures, il faut changer les gens de tâche. Parce que une personne pour devenir «performante» entre guillemets dans sa tâche, elle a besoin d'un certain délai. Petit à petit, elle s'échauffe, elle se lance dans sa tâche, elle commence à voir comment elle l'a fait, elle trouve peut-être des astuces pour faire ça un peu mieux et puis elle prend son rythme, elle est bien dans son rythme et si à ce moment-là, vous la coupez et que vous la mettez à une autre tâche et que vous mettez quelqu'un d'autre, bah, entre guillemets, vous ne profitez jamais du moment où la personne est dans son optimum de réalisation de sa tâche parce que ça y est, elle a bien compris comment ça se passe, elle a trouvé des gestes qui lui permettent d'être plus efficace, d'économiser du temps, de la fatigue et cetera. Donc il faut faire une rotation des tâches entre guillemets «régulière», mais pas non plus, à tout bout de champ, avec un truc strict à se dire, genre toutes les 2 heures, il faut absolument changer les personnes. Non, pas forcément, ça dépend des tâches. Il y a des tâches où on va faire peut-être des roulements plus souvent que pour d'autres.
une personne et puis en fonction des personnes aussi, de la condition physique, une personne peut peut-être faire de la débroussailleuse toute une, matinée, alors qu'une autre personne ne pourra pas le faire, en fonction du terrain aussi. Et si une personne fait de la débroussailleuse toute la matinée, par contre, c'est plus compliqué pour une personne de faire peut-être du tronçonnage toute une matinée. C'est plus physique. Ça dépend des personnes aussi ça, hein. Mais voilà, donc cette rotation des tâches, à réfléchir et adapter par rapport à vos agents, les tâches elles-mêmes, les conditions dans lesquelles on la pratique et cetera, sans avoir une règle stricte à appliquer absolument. Tout le monde n'est pas obligé de faire sa rotation des tâches en même temps. On peut alterner certaines tâches pendant que les autres restent encore un peu à la même et cetera. Autre chose aussi, là-dessus, il peut y avoir, alors vous restez chef, mais il peut y avoir une discussion avec vos agents. «Tiens, ça fait 2 heures que tu débroussailles, tu tout rouge, tu transpires de partout, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu penses pas que ce serait pas mal, d'échanger, de passer à autre chose?» et cetera. Là, vous êtes à l'écoute de votre agent, vous observez sa réaction, ce qu'il vous dit: «Non, non, je veux continuer. Bon, finalement, il a l'air en bon état, il a l'air de pouvoir continuer, OK». Par contre, si vous constatez vous que, bah, il veut pas arrêter parce qu'il a pas envie d'aller faire autre chose, qu'en fait il est quand même, un peu, fatigué et que c'est un peu la fierté, l'honneur, il faut continuer quoi qu'il arrive, il veut faire de la débroue, vous devez être capable aussi d'imposer une rotation des tâches à des agents qui ne le voudraient pas si vous jugez qu'à un moment donné, ils doivent faire autre chose parce qu'ils doivent aussi apprendre à faire une autre chose, ou que vous avez un autre exécutant qui faisait une tâche, casse-pied, qui a envie enfin, de faire un peu de débroussailleuse que vous voudriez mettre à la débroussailleuse et cetera. Donc à la fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire soit en commun accord avec les personnes en discutant: «Est-ce que tu veux changer? Où t'en es là? Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Mais aussi en tant que chef, vous devez, même si les personnes ne veulent pas, imposer parfois des rotations pour leur bien parce que, fatigue excessive, pour pouvoir faire pratiquer à d'autres personnes et cetera. Et pour la sécurité parce que là aussi, peut-être que, ça peut devenir dangereux s'ils sont trop fatigués, qu'ils ne font plus ça, de façon assez attentive. Élément suivant, alors bien évidemment, on est un peu dans la même idée que tout à l'heure, boire régulièrement de l'eau pour s'hydrater. Vous pouvez aussi, alors ça va un peu, je vais faire la suivante en même temps parce que, je vais faire mon commentaire en même temps, ça va un peu ensemble. Faire des pauses régulièrement. Là aussi, par exemple, vous pouvez, imposer à vos agents qui sont en train de faire de la débroussailleuse, de la tronçonneuse dans des conditions difficiles, en pente, il fait chaud, ils ont le pantalon de tronçonnage qui donne très chaud et cetera. Donc leur imposer de faire une pause régulièrement, même sans forcément faire une rotation des tâches, mais au moins qu'ils fassent une pause régulièrement, qu'ils boivent un peu, vous leur amenez la bouteille d'eau. Vous utilisez peut-être comme prétexte, s'ils veulent pas trop s'arrêter, de dire: «Alors comment ça se passe? Tu en es où? Ça avance bien? Tu penses qu'il te reste combien de temps? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qui se posent souci? Tiens là-bas regarde, il y a pas l'air d'avoir, des déchets cachés dans ce que tu vas débroussailler». Enfin voilà. Vous pouvez aussi utiliser des stratégies comme ça, d'aller leur parler, de voir un peu où ils en sont, pour leur faire une pause, leur dire: «Bah, pose ta débourre de 2 minutes, on va discuter un peu, profites-en pour boire, t'étirer aussi par exemple, fais des étirements, détends tes épaules et cetera». Avant de repartir dans la tâche, voilà, ça peut être quelque chose qui va leur permettre de moins se fatiguer et de tenir plus longtemps dans la tâche, qu'ils ont à faire. Et ne pas oublier que voilà, l'hydratation est quelque chose qui va limiter, pas forcément sur le moment, mais à moyen et long terme, l'impact sur le corps des activités, type, les courbatures le lendemain et par exemple, je sais pas si vous en rappelez, quand on a parlé des problèmes de dos et de disques qui entraînent les hernies. L'hernie, se crée d'autant plus facilement qu'on a une mauvaise position du dos et on comprime le disque vertébral, mais aussi que ce disque qui est une substance un peu gélatineuse, a perdu un peu d'eau suite à une déshydratation de la personne et que le disque du coup, en s'étant un peu asséché à cause de la déshydratation, devient moins souple, moins gélatineux et va plus facilement, être cisaillé, suite à l'impact d'une colonne, d'un mauvais mouvement de la colonne vertébrale que si, ce disque était bien hydraté, bien gélatineux, où il va bien supporter d'être, plus ou moins comprimé dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, des précautions à prendre sur ces principes-là et donc rappeler aux agents, par exemple, le matin avant le départ, d'emmener chacun une bouteille d'eau, par exemple, des choses dans le genre.
Et enfin, dernier point, donc comme je vous ai donné un petit peu l'exemple tout à l'heure, ça peut être aussi de modifier le rythme des repas, en fonction, voilà, de conditions difficiles, à la fois météorologiques ou de déplacement, les pentes et cetera. Qui fait que vous souhaitez, faire plus de pauses de vos agents, régulièrement et qu'au lieu de peut-être faire un gros repas à midi, eh ben, on peut décaler la journée en faisant, 8:00, 11:00 un premier encas, plus léger plutôt qu'un gros repas peut-être trop lourd où c'est difficile de se remettre au boulot derrière sur des tâches un peu physiques, bah, comme, de la tronçonneuse en forte pente. On se remet au boulot et on refait à nouveau une pause vers 14h30-15h pour se remettre au boulot pour, 3 heures avant de débaucher, par exemple. Donc sur des grosses journées aussi, par exemple, voilà. Ça peut être favorable sur des journées assez longues ou pour éviter de venir 2 fois sur le site, par exemple, on vient qu'une journée, mais une grosse journée, j'en sais rien, de 7h à 18h et où du coup, au lieu de faire un gros repas loin du début et de la fin, qui va, voilà, peut-être, alourdir les personnes et ben, on ferait 2 petits encas, répartis dans la journée pour pouvoir être plus efficace au boulot derrière. Alors, dans les autres petits éléments aussi pour limiter la fatigue des exécutants qui n'étaient pas forcément, cités dans le document, il peut y avoir aussi de penser sur le début de journée à, faire un petit échauffement aux personnes qui auraient, des tâches un peu, vraiment physiques, des petits échauffements, étirements. Et aussi de les pousser à, avoir un lancement progressif des tâches. C'est-à-dire, ne pas se lancer tout de suite à fond, dans leurs tâches, mais peut-être, commencer doucement, avec des déplacements plus courts, avec des intensités, des tâches, des machines et cetera moins élevées. Commencer par abattre les petits arbres les moins compliqués, dans des conditions, plus simples et petit à petit, augmenter l'intensité du travail progressivement une fois que voilà, le corps s'est échauffé, qu'on a étiré progressivement les muscles, qu'ils ont commencé à s'habituer à travailler, plutôt qu'on peut imaginer, hein, surtout que les chantiers sont l'hiver, en plein hiver à 8h du matin, peut-être à peine levés parce que, le réveil n'a pas sonné, qu'ils se sont levés 10 minutes avant d'arriver sur le chantier, complètement à froid, de se lancer tout de suite dans des tâches, très physiques, dans des conditions peut-être où il fait froid, il pleut et cetera et que là pour le corps, bah, forcément, c'est pas très favorable et bah, à 20-25 ans, ça passe, à 40 ans, ça passe moins bien, quoi. Donc anticiper aussi ça, le travail du corps progressif et de petit à petit échauffer le corps, étirer, lancer des tâches progressivement en augmentant, progressivement l'intensité. Alors commencer par des tâches moins physiques en augmentant progressivement l'intensité. Donc voilà pour aujourd'hui, on a fini de corriger, ce document-là normalement. Donc vous le gardez précieusement et vous révisez, tous les éléments qui ont des cœurs, des attentions et cetera et on repartira de ça, la séance prochaine où normalement il me semble vous êtes en présentiel, pour faire un peu une synthèse, en utilisant ces documents-là et en particulier la photocopie, de certains cadres qu'on n'a pas encore trop approfondis sur, voilà, le comportement, les qualités du chef d'équipe, dont il a besoin pour être efficace, lors de ces chantiers. Bonne, fin de journée, de semaine et puis à la semaine prochaine.